Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 13 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Laith Marouf, venu de Beyrouth, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Laith. Ravi d'être Nima. Et permettez-moi de commencer par la dernière nouvelle. Des avions de chasse israéliens sont en train de bombarder Kfar Ramon. Quand on parle de ce genre de frappe aérienne, qu'est-ce qu'on sait exactement des dernières informations, des derniers événements? Est-ce que tout ça est lié à ce type de bombardement? Et est-ce que les Israéliens forcent les habitants à quitter leurs maisons, leur ville, dans le sud du Liban? Oui. Alors évidemment, si les téléspectateurs ont vu toutes ces vidéos des drones FPV utilisés par le Hezbollah, il est très clair que les sionistes subissent d'énormes pertes et de nombreux blessés parmi leurs soldats. D'après leur propre déclaration la semaine dernière, les Israéliens ont reconnu que 1500 soldats avaient été blessés ou tués sur le front. Et rien que ces dernières 24 à 48 heures, les médias sionistes ont déjà rapporté près de 200 soldats israéliens morts ou blessés. Quand on regarde historiquement les chiffres avancés par les Israéliens, il faut toujours les multiplier par 10 pour approcher la réalité. Ce sont donc des pertes énormes, vraiment énormes. Hier encore, il y a eu des attaques contre des bases israéliennes à l'intérieur de la Palestine occupée, menées avec ces drones FPV. Using those FPVs. We're talking about kilometers inside Palestine. Donc là, on parle de plusieurs kilomètres à l'intérieur de la Palestine, d'un raid coordonné avec des dizaines de ces drones FPV tirés en même temps sur une seule base. Et il y a des images confirmées montrant qu'au moins 2 de ces FPV ont atteint leur cible. On voit donc les Israéliens devenir des cibles faciles, aussi bien dans les zones occupées du sud du Liban qu'à l'intérieur de la Palestine. Et la seule réponse que les sionistes trouvent à leurs pertes sur le champ de bataille, c'est de viser des civils partout dans le pays, ici au Liban. Depuis ce matin, des drones survolent Beyrouth sans arrêt. On entend ce bourdonnement en continu. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi des frappes de chasseurs sur des villages très éloignés de la ligne de front. Il y a eu des attaques contre des voitures sur l'autoroute principale entre Beyrouth et le sud, dans la région de Jiyah, à une quinzaine de kilomètres au sud de Beyrouth. 2 voitures civiles ont été visées. L'une transportait 2 hommes âgés qui, chaque jour, apportent du pain et des provisions à certains villages du sud du Liban pour aider les habitants qui y restent. Il est donc clair que ces 2 hommes ont été repérés à travers leur distribution de pain et d'aide aux civils et qu'ils ont été pris pour cible à cause de cela. Une autre voiture, avec un homme et sa jeune fille à bord, a également été attaquée, sans aucune raison. Et il y a eu encore une autre attaque, il y a quelques minutes à peine, à Saïda. Saïda est la 2e plus grande ville du Liban et elle se trouve dans le sud. C'est une ville majoritairement sunnite et chrétienne. Mais il y a eu beaucoup de personnes déplacées à l'intérieur du pays, venant du sud du Liban, qui se sont installées à Saïda. L'attaque a visé une voiture juste à l'extérieur du stade de la ville. Donc en gros, c'est une manière de cibler, de menacer des civils, des infrastructures civiles. Et puis, il faut savoir que beaucoup d'enfants et de sportifs amateurs jouent dans ce stade. Tout ça, c'est, disons, la seule réponse que les Israéliens semblent avoir face à leurs pertes sur le champ de bataille. Ah, et une dernière chose que j'avais un peu oubliée. Une colonne de véhicules blindés israéliens avançait en direction de Deir Serian et elle a été prise en embuscade dans une vallée près de la rivière. Ce n'est pas le Litani, c'est une petite rivière dans cette zone-là. Et vous savez, ils ont combattu pendant des heures.
La plupart de leurs colonnes a été détruite et les soldats qui tentaient de fuir ont été pris pour cible. Leurs pertes sont donc énormes ces dernières 48 heures. On s'attend à ce que l'intensification de ces attaques israéliennes depuis ce matin coïncide avec l'arrivée de la délégation libanaise à Washington pour les négociations avec les sionistes. C'est donc aussi une partie de cette stratégie de pression sur le gouvernement libanais. Yeah, Laith, when we talk about Laith, quand on parle des forces israéliennes, en gros, elles utilisent ces avions de combat pour protéger leurs troupes au sol, non? Parce que quand on regarde la partie sud du Liban, on voit bien que c'est trop difficile pour elles d'avancer. Ça ne va pas être facile. Peu importe à quel point elles essayent de faire partir les habitants de leur ville. Hezbollah peut toujours avoir des combattants sur place pour leur résister. Et avec l'utilisation des drones FPV, je pense qu'on a vu quelque chose de différent. En tout cas, d'après ce que j'ai observé ces 2 derniers jours, Hezbollah a réussi à frapper des batteries du dôme de fer. C'est quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit avant. Quelle est votre lecture de ça? Qu'est-ce que ça dit selon vous des capacités que Hezbollah montre aujourd'hui à tout le monde? Oui, enfin, tout le monde qui regarde ces vidéos est impressionné. Et je parle aussi des experts militaires, ceux qui ont déjà vu l'utilisation des drones FPV sur le champ de bataille en Ukraine. Mais je pense que beaucoup de gens oublient que c'est en fait le Hezbollah qui a inventé cette méthode d'utilisation d'armes sur le champ de bataille en Syrie. Pendant la guerre de 15 ans en Syrie, le Hezbollah a commencé à développer cette technique, précisément pour assassiner des chefs de Daesh et d'Al-Qaïda sur le terrain. Et ensuite, bien sûr, on l'a vu adopter en Ukraine. Donc aujourd'hui, on voit comment les inventeurs de cette méthode l'ont perfectionnée au fil de ces 15 dernières années. Et le fait qu'ils puissent parcourir des dizaines de kilomètres avec ces câbles à fibre optique, atteindre l'intérieur de la Palestine occupée, frapper la base de Miron, c'est vraiment très loin, et toucher ces batteries du dôme de fer dont vous parliez. Cette vidéo montrait comment, non seulement ils ont visé cette batterie du dôme de fer, mais qu'ils ont utilisé cette attaque pour faire sortir les soldats israéliens de leur abri, les forcer à venir la remplacer, puis les frapper une deuxième fois pendant qu'ils essayaient de réparer la batterie du missile antiaérien. Beaucoup d'ingéniosité. On a aussi vu dans ces vidéos comment le Hezbollah utilise différents types d'obus sur ses drones FPV selon la nature de la cible. On a vu des obus perforants montés sur ces drones FPV frapper les chars, les Merkava. Mais on a aussi vu l'utilisation d'engins explosifs incendiaires quand ils visaient les véhicules blindés de transport de troupes, ceux qui transportent les soldats. Et ça veut dire que tout le monde à l'intérieur est brûlé vif. On a également vu l'emploi d'obus à fragmentation contre de grands rassemblements pour maximiser les morts et les blessés parmi les soldats et les véhicules regroupés au même endroit. Les Israéliens ont d'ailleurs essayé, depuis 2 mois, de trouver des solutions, mais aucune de leurs tentatives n'a fonctionné. Il n'y a rien que nous ayons vu chez les Ukrainiens ou les Russes que les Israéliens n'aient pas utilisé eux aussi. Et pourtant, ça échoue également. Ça veut donc dire que les innovations du Hezbollah et la manière dont ils utilisent ces drones FPV ont permis de trouver des solutions à tous les problèmes ou à toutes les méthodes que les armées ukrainiennes et russes ont essayé ces dernières années pour se défendre contre l'usage de ces FPV. Encore une fois, ça montre à quel point ces unités FPV sont avancées. Et le fait de pouvoir coordonner 30, 40 de ces drones en même temps pour mener une attaque massive sur une base, c'est une coordination extrêmement sophistiquée.
Et ça montre aussi un niveau d'entraînement très élevé chez ceux qui les utilisent. Quality of training for those who are using these FPVs. Vous savez, on a eu un article dans le Jerusalem Post. Il disait que la menace grandissante des drones FPV à fibre optique du Hezbollah, difficiles à brouiller et à détecter, pousse Israël à envisager une coopération avec l'Ukraine. C'est la nouvelle. Je ne vois pas trop comment l'Ukraine peut les aider, vu la situation dans laquelle elle se trouve en ce moment. Mais enfin, Israël était censé être la force militaire la plus puissante de la région. Et là, ils en viennent presque à supplier les Ukrainiens de les aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, enfin, c'est là que la question de l'Ukraine et de la Russie, qui utilisent massivement les drones FPV, peut-être amener les compétences ukrainiennes vers les Israéliens. Mais bon, rappelons-le vraiment, il n'existe pas d'Ukraine en tant que telle, pas plus qu'il n'existe d'Israël en tant que tel. L'Ukraine fait simplement partie d'un ordre impérial. Et en réalité, elle est dirigée par un suprémaciste juif sioniste qu'on appelle le président Zelensky, qui veut créer un Israël sur la mer Noire. C'est ce qu'il a dit. Donc tout ce que fait l'Ukraine, en fait, est dirigé par les Israéliens. Ce n'est que de la propagande de dire qu'ils essayent de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que l'Ukraine peut bien offrir si elle est déjà formée par les Israéliens? Si les Israéliens sont présents sur le terrain, si ce sont eux qui gèrent la bataille, de toute façon, et même toute la machine de propagande de l'Ukraine elle-même, nommant avec les néo-nazis qu'on ménage et qu'on forme, et tous leurs médias construits par les Israéliens. C'est juste de la propagande. L'Ukraine n'a rien de nouveau à offrir à Israël. Elle peut seulement envoyer plus de personnes capables d'utiliser, disons, les drones FPV. Très probablement, ces personnes ont la double nationalité, ukrainienne et israélienne, et elles vont simplement être retirées du front. Donc la seule chose que je peux conclure de cette déclaration, c'est qu'en gros, l'Ukraine va se sacrifier. Ou plutôt, Zelensky va sacrifier les formateurs ou les opérateurs de FPV les plus importants qu'il a sur le champ de bataille, ou encore les équipes de défense, celles qui gèrent les contre-mesures face à l'usage des FPV, pour les envoyer en Israël. Et donc il va perdre sur le champ de bataille en Ukraine. Ça montre à quel point ces entités coloniales sont en réalité intégrées, ces champs de bataille impérialistes, et qui les dirigent, et comment ils sont dirigés politiquement. Comment ces attaques contre le Liban influencent-elles, d'une manière ou d'une autre, le soutien au Hezbollah et le soutien au gouvernement libanais? Vous savez, les vidéos que le Hezbollah publie, oublions un instant la réalité sur le terrain, à savoir que le Hezbollah est en train de décimer les forces israéliennes qui avancent. Mettons ça de côté une seconde. Ces vidéos, à mon avis, c'est la meilleure propagande possible. Ces images de soldats israéliens qui sautent d'un char pendant qu'un drone FPV arrive juste derrière eux, eh bien, ces images sont maintenant gravées dans la conscience de tout le monde. Et Israël a perdu toutes les guerres qu'il a menées depuis 1973. En 1982, ils ont dû être repoussés hors de Beyrouth. En 2006, ils ont été vaincus. À Gaza, ils ont été vaincus. Ils n'ont jamais réussi à éliminer la résistance palestinienne. Mais ce qu'ils essayent de faire, ce que Netanyahou essaye de faire depuis le 7 octobre, c'est que, même s'il sait que tout le monde comprend qu'Israël ne peut plus gagner, il veut graver dans la conscience des Palestiniens, des peuples arabes et des peuples musulmans l'idée qu'Israël est fou, qu'il peut tuer tout le monde, tous les civils qu'il veut, en réponse à ses échecs sur le champ de bataille. C'est ça, l'essentiel de ce qu'Israël essaie de faire depuis 2 ans et demi, nous faire intégrer que ce pays est fou et qu'il peut tuer à volonté, même s'il ne peut pas remporter une bataille. Et regardez ce que ça veut dire. Oui, le Hamas survivra,
mais nous détruirons toute Gaza. Oui, le Hezbollah peut survivre et même gagner contre nous, mais nous détruirons tout le Liban. Yes, Hezbollah can survive and can win against us, but we will destroy all of Lebanon. Yes, Iran can defeat us militarily and they defeat the United States. Oui, l'Iran peut nous vaincre militairement et vaincre les États-Unis aussi. Mais nous détruirons son infrastructure. C'est la seule chose qu'Israël essaie de faire depuis 2 ans et demi. Et des vidéos comme celles que le Hezbollah publie ruinent complètement cet effort. Elles montrent à quel point une colonie sioniste est faible, à quel point sa force militaire est insignifiante en dehors de son armée de l'air. Alors, tous ceux qui avaient peur il y a 2 mois et demi, quand cette bataille a repris, regardent maintenant les incroyables réussites du Hezbollah. Ils se sentent plus prêts à tenir, à soutenir leur famille, en attendant la victoire qui, selon eux, approche. Je pense donc que le Hezbollah est aujourd'hui dans une position beaucoup plus forte qu'avant, surtout en termes de soutien populaire. Et même avant que cette guerre ne commence, il avait derrière lui la grande majorité des chiites, des sunnites, des druzes et une majorité totale de la population chrétienne. Donc on peut imaginer aujourd'hui où en est la population. Et je pense que le gouvernement libanais n'a absolument pas la capacité de signer le moindre accord que le Hezbollah n'aurait pas approuvé. À mon avis, ce qui va se passer dans les prochains jours avec ces négociations, c'est que les Israéliens ne vont rien accorder au gouvernement libanais, parce qu'ils savent très bien que ce gouvernement ne peut rien faire, qu'il ne peut pas, par exemple, accepter une reddition. Donc, Israël va continuer, et ce sera lui qui fera échouer les négociations avec ses esclaves de maison, le président et le premier ministre du pays, ici au Liban. Comment imagine-t-il la politique, les objectifs? Je parle du gouvernement libanais, celui qui est en train de discuter avec Washington, avec les Israéliens. Comment conçoivent-ils leurs objectifs dans ce genre de négociations? Et comment expliquent-ils cela au peuple libanais? Oui, enfin, on entend sans arrêt dans les médias sionistes impérialistes ici au Liban ce discours selon lequel seul le gouvernement libanais serait autorisé à lancer des opérations militaires, à recourir à la force et qu'il devrait avoir le monopole des armes dans le pays. Ils essayent de faire porter à Hezbollah la responsabilité d'avoir entraîné le Liban dans une guerre qu'il ne voulait pas, ou de dire que cette guerre servait à défendre l'Iran, pas le Liban, comme s'il n'y avait pas de territoire occupé au Liban, et ainsi de suite. Voilà, ce sont les grandes lignes qu'on entend tout le temps. Mais regardez, la guerre contre l'Iran a en réalité eu des effets secondaires que personne n'a remarqués. L'une des raisons, c'est qu'à cause de l'Iran, qui a détruit les capacités d'exportation de pétrole d'une grande partie des monarchies vassales du Golfe ou de la péninsule arabique, eh bien, les Émirats, le Qatar, les Saoudiens, ils ont aujourd'hui très peu d'argent à déverser pour empoisonner l'espace médiatique dans d'autres pays. En gros, il n'y a plus d'exportation, donc ils gardent leur argent et s'inquiètent du budget du mois prochain. Du coup, ils réduisent les sommes qu'ils injectent, par exemple ici, au Liban. Et la principale machine de propagande sioniste et impérialiste au Liban, c'est MTV. C'est une chaîne de télévision pro-suprémaciste chrétienne, pro-sioniste, qui soutient les phalanges. Et c'est le plus impitoyable, le plus répugnant dans la façon dont il propage sa propagande contre la résistance et la libération palestinienne, et tout le reste. Eh bien, cette semaine, ils ont dû licencier un tiers de leurs employés. Ils avaient dépensé des milliards, obtenu on ne sait comment des milliards de dollars au cours des 2 dernières années pour construire de grands studios, acheter de nouvelles stations de radio, et ainsi de suite. Eh bien, tout ça est parti à la poubelle maintenant. Ils ont viré un tiers de leur personnel. Et c'est la même chose dans presque tous les médias soutenus par les impérialistes
et financés par l'argent du Golfe au Liban. La plupart licencient au moins un tiers, parfois la moitié de leurs équipes. Ils ne sont plus capables de continuer à produire cette propagande minable au service du Golfe. Shitty propaganda on behalf of the Gulf. And so this is one of the side effects. Et donc, c'est l'un des effets secondaires. On voit bien que même la force des arguments que le gouvernement libanais, le Premier ministre et le Président essayent de faire passer dans les médias au Liban s'affaiblit. Et vous savez, c'est vraiment difficile de faire en sorte que les gens ne croient pas ce qu'ils voient de leurs propres yeux, ce qu'ils entendent de leurs propres oreilles, ou ce qu'ils vivent eux-mêmes, que ce soit au Liban ou sur un champ de bataille comme celui-là. Ou même, par exemple, les gens dans le monde entier qui regardent un génocide se dérouler depuis 2 ans et demi. Peu importe, les sionistes dépensent des milliards de dollars pour essayer de convaincre les gens que non, il n'y a pas de génocide et qu'Israël est formidable. Cette bataille-là, c'est impossible de la gagner. De la même façon, c'est exactement ce qui se passe avec la bataille ici, au Liban. Même si certains veulent déverser des discours sectaires ou racistes sur les ondes, il faut dépenser des milliards de dollars pour essayer de convaincre les gens, ici, dans les rues du Liban, de ne pas croire que leur propre maison a été visée sans aucune raison. D'accord? Qu'ils soient chrétiens, sunnites ou druzes. Même si on veut parler des chiites, qu'on présente souvent comme étant en dehors de cette expérience libanaise. Le gouvernement, lui, n'arrive pas à convaincre la population. La grande majorité des Libanais, et ce n'est pas seulement à cause des succès impressionnants de la résistance, mais aussi à cause de la brutalité écœurante des sionistes et des impérialistes. Il est tout simplement impossible de dissimuler les crimes de l'Empire et du sionisme. Est-ce qu'ils communiquent avec le gouvernement? Est-ce qu'ils parlent avec le Hezbollah, avec son chef ou avec des membres du mouvement pour essayer de trouver une meilleure proposition dans ces discussions? Est-ce qu'il y a une communication entre les deux parties? Parce qu'au fond, on ne peut pas ignorer le Hezbollah, ni sur le plan militaire, ni sur le plan politique, puisqu'il fait partie de la société. Comme vous l'avez dit, beaucoup de gens, pas seulement des musulmans chiites, mais aussi des sunnites, des druzes et des chrétiens, soutiennent le Hezbollah et la manière dont il combat Israël. Est-ce que cet aspect est pris en compte dans les discussions avec les responsables du gouvernement? Eh bien, le cabinet du Premier ministre compte, vous savez, plusieurs ministres chiites à cause de la structure confessionnelle du pays. Il n'a pas le choix. Il doit avoir des représentants chiites, des ministres, et ils sont nommés par le bloc de la résistance, ou le bloc chiite. Mais en général, ils sont proches d'Amal et non liés au Hezbollah. Cela dit, pour que les gens comprennent bien, à cause de la constitution confessionnelle et de l'accord de Taïf, signé à la fin de la guerre civile, le Premier ministre n'a pas d'autre option que de convoquer une réunion du cabinet et d'obtenir un consensus entre tous les représentants des différentes communautés qui siègent comme ministres dans ce gouvernement, avant de pouvoir signer un accord ou entamer des négociations. Ce que fait Nawaf Salam, c'est qu'il refuse de tenir une réunion du cabinet tout en poussant pour ses rencontres de négociation à Washington avec l'ennemi. Donc, en réalité, tout ce qu'il fait est contraire à la Constitution, non? Et s'il évite de convoquer le cabinet, c'est parce que, même si un seul ministre dit non, il ne peut pas aller de l'avant. Voilà comment fonctionne le consensus. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le président et le premier ministre ont violé la Constitution et agissent chacun de leur côté. Le Parlement, lui, est dirigé par Nabih Berri, le chef du mouvement Amal, le deuxième plus grand parti chiite du pays. Et là encore, il faut un consensus entre les trois présidences. Le président de la République, le Premier ministre et le président du Parlement.
they're not happening. There's Et encore une fois, ça n'avance pas. En ce moment, il y a une véritable querelle publique entre Nabi Berri, le président, et le Premier ministre. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y aura rien de signé à Washington. Et dans l'hypothèse, franchement improbable, où Navaf Salam ou Aoun, Joseph Aoun, signeraient un accord de paix avec les sionistes, ce serait la fin de leur règne, tout simplement. Il n'y aurait plus de président ni de Premier ministre dans le pays. Ils ne pourraient probablement même pas rentrer au pays. Je ne plaisante pas. C'est pour ça, à mon avis, que ça n'arrivera pas. Et ce qu'on va voir, c'est que les Israéliens feront capoter ces négociations parce qu'ils savent que, de l'autre côté de la table, personne ne peut garantir quoi que ce soit de ce qu'ils signent. whoever's sitting on the other side of the table cannot guarantee anything they sign on. We know the main objective of Israel in Lebanon. On sait que l'objectif principal d'Israël au Liban, d'abord, c'est de désarmer le Hezbollah. Et ce n'est pas nouveau. On a déjà vu ça à Gaza, en Cisjordanie, surtout à Gaza. Et dans le cas du Yémen, Donald Trump avait aussi essayé de les forcer à se désarmer. Alors comment vois-tu les actes de résistance jusqu'à présent, Laith? Israël n'a pas réussi à désarmer le Hamas. Et maintenant, il parle de désarmer le Hezbollah. Et le gouvernement, je ne sais pas, le gouvernement, personne n'a vraiment envie de croire à ce genre de discours de la part d'Israël, à l'idée qu'ils vont y arriver. Parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé à Gaza. Après avoir tout détruit et tué tant de gens à Gaza, ils n'ont pas réussi à désarmer le Hamas. Et maintenant, ils parlent du Hezbollah. Ça pourrait être une sorte de prétexte, une clé pour justifier une nouvelle destruction. Ils veulent faire la même chose dans le sud du Liban que ce qu'ils ont fait à Gaza, en Cisjordanie. Alors, quelle est ta lecture aujourd'hui des actes de résistance? What is your understanding of the acts of resistance today? Écoutez, les Israéliens peuvent détruire le Hamas. Mais, vous savez, une grande partie du sud du Liban a été détruite plusieurs fois, en 1948, en 78, en 82. Et souvent, c'était des villages entiers qu'on rasait, puis qu'on reconstruisait à chaque fois. Much of it was whole villages were destroyed and rebuilt every time. And this is something that has been happening on for Et ça, c'est quelque chose qui se produit depuis près de 4000 ans, depuis les débuts des invasions grecques et romaines en Méditerranée orientale. Et ces villages portent encore les mêmes noms qu'il y a 4000 ans. Ils n'ont pas changé. Ils ont été repeuplés encore et encore. Ça montre, vous voyez, la force de la géographie, d'abord, et la façon dont les cultures et les civilisations fonctionnent. On n'efface pas une civilisation facilement. Quoi qu'il en soit, ces villages seront reconstruits. Et les villages et les villes de Gaza aussi seront reconstruits. Vous savez, Napoléon est passé par là et a tout détruit à Gaza quand il y est passé au XIXe siècle. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et ça ne signifie pas la fin, ni une façon de réussir militairement. Ce qu'on voit au Liban et à Gaza, c'est que les Israéliens ne parviennent pas à vaincre la résistance. Cela veut dire que, 100 ans après le début de ce projet colonial, il reste encore dans une sorte de flottement et qu'il peut s'effondrer à tout moment. Et c'est ça qui est important. Je pense que ce qu'on a vu avec la guerre contre l'Iran a tout changé. Je crois qu'on est plus proche que jamais de la libération de la Palestine, pas seulement de celle du Sud-Liban. Et c'est vrai, parce que en ce moment, tout l'Empire occidental a utilisé au moins la moitié de ses munitions dans cette guerre, en un peu plus de 40 jours. Ce n'était pas une guerre si longue. Vous imaginez si les États-Unis avaient manqué de munitions pendant les 40 premiers jours de la guerre du Vietnam. Bon, aujourd'hui, même si l'Occident décidait d'arrêter toutes ces guerres et de donner toutes ses armes à Israël pour combattre l'axe de la résistance, eh bien, il ne pourrait pas tenir plus de 40 jours avec tout cet arsenal. On se rapproche donc de plus en plus de la fin de la colonie sioniste.
Et je ne sais pas si toutes les capitales occidentales vont risquer leur existence, leur défense militaire, juste pour maintenir cette colonie sioniste. Les signes de l'effondrement de la cohésion interne de l'Empire sont déjà très visibles. Une grande partie du pétrodollar s'effondre, et toutes ces monarchies du Golfe sont au bord du gouffre. Et c'est ça, vous savez, le joyau de la couronne des possessions impériales, l'Empire. Les monarchies de la péninsule arabique et la colonie sioniste, ensemble, c'est le joyau de la couronne. Depuis 80 ans, elles contrôlent toutes les routes commerciales, les exportations de pétrole et de gaz, et maintenant, le dollar. Tout ça, c'est fini. On commence à voir la fin. Ça a été annoncé le 7 octobre. Et je pense que beaucoup de nos martyrs, comme Saïd Hassan Nasrallah, Sinwar et l'Ayatollah Khamenei, voyaient tous cette fin arriver. Ils ne savaient pas s'ils vivraient assez longtemps pour la voir, mais pour eux, en tant qu'analystes avisés de la réalité dans laquelle nous vivons, c'était déjà très clair. Il y a deux articles, l'un dans le Wall Street Journal, l'autre chez Reuters. Tous les deux parlent du fait que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite auraient utilisé leur aviation pour frapper certaines cibles en Iran. Il y a deux aspects à considérer. D'abord, on sait qu'ils coopéraient et qu'ils aidaient les États-Unis et Israël dans leurs attaques contre l'Iran. Mais est-ce vraiment le cas? J'ai plutôt l'impression qu'ils tiennent ce genre de discours pour donner le change, parce qu'en réalité, il leur était impossible de participer directement avec leurs avions de chasse, puisque les États-Unis ne l'auraient jamais accepté. Ils ont une sorte de doctrine, une forme de coopération entre les Américains et les Israéliens. Si quelque chose de nouveau arrive, par exemple des avions de chasse saoudiens ou émiratis, la coopération deviendrait trop compliquée à mettre en place. Mais ils avancent ces arguments simplement pour masquer, en quelque sorte, l'humiliation, par exemple, des Émirats arabes unis dans la guerre. Est-ce bien ça, ou ont-ils réellement fait quelque chose? Ont-ils aidé ou frappé certaines cibles? Quelle est votre compréhension de la situation? Qu'en pensez-vous? Écoutez, si vous avez regardé Al Jazeera ou d'autres chaînes d'information arabes ces derniers mois, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait un effort coordonné pour convaincre le public arabe qu'Iran avait délibérément visé des pays arabes parce qu'ils seraient anti-arabes et que ces pays n'avaient rien à voir avec l'attaque contre l'Iran. Mais en réalité, les populations, même dans ces pays-là, ont vu leur propre territoire utilisé par les États-Unis pour frapper l'Iran. Elles ont vu leurs propres forces armées participer à cette attaque. Mais je veux dire une chose ici, pour que tout le monde comprenne bien. Toutes les armées de ces pays, comme la Jordanie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, peu importe, Bahreïn, ont des généraux et des officiers britanniques et américains installés dans leurs quartiers généraux. En fait, tu sais, par exemple, en Jordanie, il y a toujours eu un général britannique assis à côté du commandant en chef depuis, la Première Guerre mondiale. D'accord. Et puis après la guerre, l'un de ces généraux a couché avec la femme du roi. C'est une histoire très connue ici. Je suis désolé, j'ai dit un gros mot, je ne voulais pas, j'aurais dû dire autre chose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gardes du corps, la sécurité principale autour des familles royales, sont tous britanniques et américains, et très probablement aux Émirats aussi, israéliens. Alors, quel contrôle réel ces pays ont-ils sur leurs propres armées? Aucun. Ce sont des officiers américains, britanniques et israéliens qui les dirigent. De la même façon, si on se demande combien de pilotes des Émirats arabes unis sont capables de piloter ces avions, ou les Saoudiens, la réponse est très peu.
Quand on regarde les faits, on voit que l'Arabie saoudite et les Émirats ont loué des pilotes à des puissances étrangères, françaises, britanniques, allemandes, américaines, qu'il s'agisse de pilotes en activité ou à la retraite, qui volent ces avions pour eux. Les Émirats, l'Arabie saoudite et le Koweït ont-ils attaqué l'Iran? Très probablement oui. Leurs missiles, leurs avions et même leur artillerie, dans le cas du Koweït par exemple, ont bien tiré sur l'Iran. Artillery, for instance, in the situation of Kuwait, yes, fired on Iran. Did these countries make that Est-ce que ces pays ont vraiment pris cette décision? Est-ce que c'était eux, dans l'avion, en train d'appuyer sur le bouton? Non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces forces militaires font en réalité partie intégrante de l'armée américaine. Et maintenant, quand on parle de ces pays qui attaqueraient l'Iran, c'est surtout un message destiné à leur opinion publique. C'est pour leur dire, regardez, on a les moyens de riposter contre l'Iran. On ne s'est pas laissé humilier devant vous, on est un pays fort. En fait, quand ils annoncent ce genre de choses, ils s'adressent à leurs propres citoyens. Mais sur le terrain, ça ne change rien. Parce qu'au final, tout ça, c'est la puissance américaine. Je pense que la réalité du détroit d'Ormuz est en train de transformer la région. Est-ce que vous voyez ces pays changer leur discours vis-à-vis de l'Iran, ou plutôt vis-à-vis de l'axe de la résistance? À mon avis, c'est surtout l'axe de la résistance qui compte, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Iran, mais aussi de l'Irak, du Yémen, du Liban, tous ensemble. Et selon vous, comment tout cela évolue? La nouvelle réalité, c'est qu'ils savent que les États-Unis ne pourront pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Ils vont devoir trouver une forme d'entente avec l'Iran. Et selon vous, comment cela va-t-il modifier, ou peut-être influencer, leur politique à long terme vis-à-vis de l'axe de la résistance? Vous savez, j'ai regardé tous ces médias, saoudiens, qataris et d'autres encore, ces dernières 48 heures, surtout après la réponse de l'Iran aux propositions de Trump. L'Iran a dit, en gros, qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu tant qu'il y aurait la guerre au Liban. Et c'était intéressant de voir quel message de propagande ils essayaient d'envoyer au public arabe. En fait, presque tous reconnaissent qu'il s'agit d'une défaite des États-Unis face à l'Iran. Mais leur problème, maintenant, c'est qu'ils trouvent que l'Iran n'est pas assez modeste dans sa victoire sur les États-Unis. Ils disent qu'il veut humilier les Américains, qu'il veut aussi nous humilier, nous en tant que pays, qu'il cherche à nous rabaisser, à nous parler de haut. Voilà, c'est ça aujourd'hui leur problème avec l'Iran. Leur problème, maintenant, avec l'Iran, ce n'est plus qu'il a des groupes alliés, ou qu'il ment, qu'il est faible, ou qu'il essaie de les contrôler, ou quoi que ce soit d'autre. Toute la propagande qu'on entendait avant. Non, la nouvelle propagande qu'ils diffusent depuis 48 heures, c'est qu'en gros, l'Iran n'est pas assez humble dans sa victoire, et que sa tentative d'humilier Trump, les États-Unis, et de nous humilier, nous, les pays arabes, va se retourner contre lui. C'est pour ça, disent-ils, qu'on n'aura pas la paix, parce que l'Iran n'est pas modeste dans ses victoires. Franchement, c'est assez étrange de les voir chercher par tous les moyens à convaincre leur propre opinion publique que cette victoire de l'Iran est en réalité mauvaise pour tout le monde, et même pour l'Iran lui-même. Donc selon eux, il faut lui donner une leçon. L'Iran doit en ce moment être puni par Israël et par les États-Unis pour que prenne être humble. C'est le langage qu'ils utilisent. Et je cite littéralement ce qu'ils disent. Donc s'il y a un changement, c'est qu'ils essayent de transformer la victoire de l'Iran, que tout le monde dans le monde reconnaît comme une victoire, y compris leur propre opinion publique dans ces monarchies de la péninsule arabique, en quelque chose de négatif pour l'Iran et pour nous tous, si l'Iran n'est pas de nouveau attaqué maintenant. Et c'est pour ça que je pense que les Émirats arabes unis, les Saoudiens, tous ces monarques, ces vassaux, et la Jordanie probablement,
sont en train de supplier Trump de relancer cette guerre. Ils feront tout pour que les États-Unis ne reculent pas. Et peut-être qu'on verra, si les États-Unis refusent de le faire, les Émiratis et d'autres commencer à dépenser plus d'argent en Israël pour qu'ils attaquent à nouveau l'Iran ou le Liban. Yeah. I think from the latest proposal, Oui, Iranian je pense que response d'après la dernière shows how proposition, important la any réaction de acts l'Iran à of Donald resistance Trump basically done. montre à quel point les First actes de point résistance is- sont importants. and the En war gros, on all ils disent que la fronts, première étape, inclu- c'est de mettre including fin à la on guerre sur tous les Gaza. fronts, y And compris this is au the Liban reality et à in Gaza. these countries Et c'est in the ça, Persian la Gulf, réalité. in Quant aux GCC pays du countries. Golfe, les pays du CCG, je ne sais pas combien de temps il leur faudra pour comprendre cette nouvelle réalité de la région. Mais au fond, c'est bien ça, la réalité pour l'avenir du Moyen-Orient. S'ils veulent une région prospère et en paix, ils ne pourront rien construire sans Gaza, sans la Palestine, sans le Liban. Et je pense que c'est tout le sens de la démarche iranienne dans ces échanges avec l'administration Trump. Mais je ne vois pas cette idée-là dans l'esprit des États arabes. Ils ne comprennent pas. Et c'est bien là le problème. Oui, ça fait presque 100 ans que ces vassaux survivent avec la même formule. Essayer de saper tous les mouvements de libération dans la région, quelle que soit leur couleur ou leur idéologie, et couvrir tout ça en abusant de l'islam et des lieux saints de l'islam. Alors, pour eux, c'est très difficile de se détacher de cette habitude. C'est comme demander à un pédophile d'arrêter. La seule chose qui arrête un pédophile, c'est une balle dans la tête ou la prison à vie. C'est donc un problème psychologique impossible à résoudre. Quand quelqu'un ne s'aime pas, n'aime pas ce qu'il est, n'aime pas son peuple, sa couleur, sa peau, sa culture, et qu'il va jusqu'à offrir la kiswa, le voile qui recouvre la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, pour qu'elle devienne un tapis sous les pieds d'Epstein, eh bien ça, c'est une maladie psychologique qu'on ne peut pas guérir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un comme ça? Peu importe la logique qu'on lui oppose, rien n'y fait. Et franchement, c'est assez impressionnant de voir les responsables iraniens s'adresser d'abord aux peuples arabes, puis même à ces monarques, pour leur dire « Hey, on peut coopérer, même maintenant. » Parce que honnêtement, si c'était moi, je serais bien plus en colère. Mais la patience dont font preuve les Iraniens dans leurs déclarations, ça affaiblit encore plus ces gens-là, et ça les pousse à s'humilier eux-mêmes. On pourrait penser qu'avec toutes ces branches d'olivier que l'Iran tend aux monarques de la péninsule arabique, il saisirait l'occasion, surtout au moment où les États-Unis se retirent, où Israël échoue, et qu'il dirait « D'accord, coopérons et essayons de survivre ». En fait, ce qui se passe, c'est que ces monarques investissent encore plus dans l'Empire, parce qu'ils ont peur, trop peur, pour vraiment vivre parmi leur peuple. Ils voient leur peuple comme inférieur. Ils veulent incarner cette image hollywoodienne de ce que serait une personne arabe ou une personne musulmane. Ils veulent jouer ce rôle du cheikh du pétrole, avec un harem qui achète des prostituées venues d'Ukraine. C'est cette image-là qu'ils veulent atteindre. Pour eux, c'est ça, être arabe ou être musulman. Et ils se disent que s'ils ne s'accrochent pas à l'Empire, s'ils ne le suivent pas jusqu'à la guerre totale contre l'Iran, ils vont disparaître. C'est pour ça, ils ne pourront pas changer leur manière d'agir. Yeah. Thank you so much, Laith. Oui, merci beaucoup, Laith. Et allez sur freepalestine.video. Juste sous le nom de Laith, vous le verrez, freepalestine.video. Soutenez aussi Laith sur sa chaîne YouTube, Free Palestine TV. C'est un vrai plaisir, Laith. L'un de nos amis a mis le lien dans les commentaires. Vous pouvez cliquer dessus ou simplement taper freepalestine.video. Merci, Dave. Toujours un grand plaisir. Thank you, Laith. Great pleasure, as always. Merci Nima. À la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bye-bye.